Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres. Avec d'abord un couac politique, Gaston Floss attendra vendredi la décision du tribunal de première instance pour savoir si oui ou non il pourra s'inscrire sur la liste électorale de Papeete. Mahina se prépare d'ores et déjà au risque de tsunami avec l'installation de 120 panneaux de signalisation sur les zones prioritaires, un investissement de plus de 3 millions de francs pacifiques. Et puis à Pire, une trentaine d'athlètes handisport a foulé le terrain du Stade Pater ce matin sous la houlette des étudiants STAPS de l'ICEP, une bouffée d'oxygène assurée pour des sportifs en devenir. C'était l'un des athlètes de triathlon les plus en vue au dernier Jeux du Pacifique, 4 médailles d'or. Benjamin Zorniotti est le 6e nominé pour les Trophées du Sport 2020. Découvrez l'entraînement de ce compétiteur hors pair dans quelques instants. Enfin, à l'occasion des festivités du Nouvel An chinois qui démarre samedi, on vous propose une série de reportages sur cette fête traditionnelle que nous réserve l'année du rat de métal. C'est notre rubrique au cœur du Chinois. Je vous le disais, Gaston Floss devra patienter jusqu'à vendredi pour être fixé sur son inscription sur la liste électorale de Papeete. Souvenez-vous, son inscription avait été refusée sur Papeete pour des motifs de résidence. Un dossier examiné ce matin par le tribunal de première instance. Monsieur Floss parle de l'application de la loi. Eh bien, appliquons la loi, réplique l'avocat de la mairie de Papeete, Maître Bourion. Gaston Floss qui dénonce des manœuvres politiques pour l'écarter de l'échiquier des élections municipales. Mario Leroy, Patrick Tsensing. Gaston Floss a-t-il son domicile à Papeete? C'est à cette question que devra répondre la justice. Pour le président du Tauera, il ne s'agit que de manœuvres politiques de la part du maire sortant pour écarter un adversaire aux élections municipales. Il apporte comme critère un bail de location et des quittances d'électricité depuis juillet 2019. Je réponds au premier critère. Mon domicile réel est à Papeete depuis juillet. Mais d'après le bail, depuis le 1er août 2019. Et j'habite là. Et monsieur Le Hartel est venu et même il lui arrive de m'appeler à 5-6 heures du matin au téléphone. Ben, je ne vais pas à la fenêtre, je regarde, c'est pour savoir si vous habitez vraiment là. Pour la commune, il ne s'agit que de l'application de la loi. Le maire a la responsabilité de vérifier que les pièces fournies sont conformes au code électoral. De plus, ce bail de sous-location du Tauera à son président serait illégal. Une décision de justice a retiré à la personne l'ayant permis le pouvoir de le faire. Quand il fournit un passeport du 2 août 2019, alors qu'il prétend être résident à Papeete antérieurement au 1er août 2019 et que sur son passeport il y a l'adresse de Pirée où il habite réellement, il n'y a pas besoin d'aller faire des démonstrations extraordinaires. Ça montre que de toute façon il n'habite pas là. Et il l'a dit aujourd'hui à l'audience, ce qu'il occupe c'est un local qui était la salle d'attente du parti de 15 mètres carrés où il n'y a pas de salle de bain, où il n'y a pas de cuisine. Et les factures d'électricité sont au minimum. Monsieur Floss ne peut pas nous faire croire qu'il vive à deux avec Madame Haïti dans 15 mètres carrés avec aucune consommation électrique ni consommation d'eau. C'est quand même un peu curieux. L'intervention volontaire de la ville de Papeete a été contestée par l'avocat de Gaston Floss. Il a demandé son irrecevabilité car le recours est contre la décision du maire. Le jugement sera connu ce vendredi. Et si le tribunal tranche en faveur de la mairie de Papeete, l'inscription de Pascal Haïti, la compagne de Gaston Floss, sera également refusée. Et à quelques semaines des municipales, justement, le Tavenir Atira vient de perdre un des piliers de son parti. Étienne Chima, président de l'association de financement du Tavenir, est décédé ce matin. Une nouvelle qui a profondément affecté Oscar Temaru, qui perd un fervent militant, puisqu'Étienne Chima œuvre à ses côtés depuis ses débuts en 1977. Secrétaire général de la mairie de Fa'a durant de longues années, mais aussi du Tavenir, puis de l'UPLD, il a marqué l'histoire du parti indépendantiste. Une veillée se tient actuellement dans le hall de l'état civil de la mairie de Fa'a. Une deuxième veillée est prévue demain à 19h à l'église Sacré-Cœur de Haroué pour ceux qui souhaitent lui rendre hommage. Le personnel de Polynésie la Première adresse d'ailleurs ses condoléances à la famille. Dans un tout autre registre maintenant, l'environnement et le changement climatique devient préoccupant.
comment les communes se préparent-elles aux risques naturels et plus précisément aux éventuels tsunamis à Mahina? Les premiers panneaux de signalisation sont en cours d'installation sur les zones à risque. Un dispositif qui aura coûté plus de 3 millions de francs pacifiques, cofinancé par la commune à hauteur de 20% et 80% par l'État. Caroline Fari, Heidienko. La Pointe Vénus, si calme, si accueillante. Et pourtant, depuis peu, des panneaux indiquent une zone particulièrement exposée au tsunami. Particulièrement en termes déjà d'altitude, on est en dessous des 5 mètres. Donc, et particulier aussi parce qu'on a une grande population qui fréquente ce lieu, on dit mythique, pour prendre du temps, se baigner, tout ça. Et en cas d'alerte, c'est aussi cette population-là qu'il va falloir évacuer en urgence. Et cette population, elle va aller où en cas d'alerte? La commune a prévu, on va dire, un point de refuge qui est situé en hauteur, à plus de 100 mètres. Peu concernés, les touristes n'y prêtent pas vraiment attention. Les habitués, eux, n'entrevoient pas tous les risques de la même façon. C'est bien aussi pour nous, pour aller en mer surfer. S'il y a un tsunami, vous allez surfer? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en cas de tsunami? Alors, en cas de tsunami, le plus important, je ne vais pas m'occuper d'eux, je vais plutôt m'occuper de moi, donc je me barre, en fait. L'initiative relève du plan communal de sauvegarde, une cartographie détaillée des sites vulnérables et des zones de refuge élaborées par les services de la commune et les sapeurs-pompiers de Mahina, avec un objectif, la sécurité des populations. C'est quelque chose qui est intéressant pour les habitants, de manière à ce qu'ils puissent avoir l'information qu'ils sont situés, que leur habitat et leur famille est situé dans une zone exposée au risque de tsunami. Et ces panneaux d'affichage viendront compléter justement l'itinéraire à prendre en cas d'alerte. Mahina est la première commune polynésienne à bénéficier des crédits de l'État pour l'installation d'une 50aine de panneaux. Reste à aménager les zones d'évacuation en cas d'alerte. Elles devront être situées à au moins 15 mètres de hauteur. Les 120 panneaux seront installés d'ici un mois. Et cet après-midi, justement, le délégué interministériel au risque majeur, Frédéric Mortier, était sur place pour constater avec la municipalité les réalisations du projet de prévention des risques, organisation des évacuations, échange d'expertise ou encore discussion sur les lieux d'accueil possibles des populations sont autant de sujets qui ont été abordés lors de ces échanges. Nous l'écoutons au micro de Heidienko et Merlin Venère. Ça demande tout un travail de concertation, ça demande de conjuguer les expériences, les savoir-faire, et puis ça a une traduction tout à fait concrète. Derrière, il y a l'information à la population, l'information des acteurs qui vont participer, on l'a vu, les écoles, les institutions confessionnelles, et puis derrière, les exercices, parce qu'il faut effectivement s'approprier les bons gestes et les bonnes pratiques. Et ce qu'on a vu ici est très intéressant et prometteur, et il faut absolument que ce genre d'expérience soit partagée. Voilà, Frédéric Mortier visitera prochainement d'autres communes de Tahiti avant de se rendre dans les îles. Prévention toujours, mais cette fois en cas d'incendie dans les bus électriques. Et oui, la capitale de Papeete s'est dotée de 12 nouveaux véhicules de transport, un progrès certain pour l'environnement. Mais qu'en est-il de la sécurité des passagers? Une configuration très technique détaillée ce matin aux forces d'intervention. Laurence Pourteau, Patita Savia. Le concessionnaire joue ici les professeurs. Il s'agit pour les pompiers et la protection civile d'apprendre d'abord à bien appréhender les premières manœuvres de sécurité. Quand on voit la configuration d'un bus, c'est vitré de partout. En cas d'incendie, il y a cette facilité de pouvoir faire éclater tout ce qui est vitrage, de pouvoir sortir déjà le monde passager par aussi bien des deux côtés. Un bus électrique, ce sont des batteries et des câbles de haute tension. Il faut donc bien connaître l'environnement technique pour ensuite adapter les gestes d'intervention. Un bus électrique est déjà équipé de dispositifs internes qui lui permettent de mettre en œuvre un système d'extinction automatique. Ça, c'est déjà une bonne sécurité qui intervient au niveau des moteurs électriques et au niveau des batteries. À défaut, il y a un système manuel du conducteur qui permet d'intervenir sur ce bus. Concrètement, en cas d'incendie à l'intérieur des moteurs, des détecteurs placés dans les compartiments de batterie vont activer une poudre pour maîtriser les premières flammes. Dans le même temps, des dispositifs sont installés dans la cabine de bus, accessible au public.
Et ensuite, ici, il y a un levier. On a pu voir les différents dispositifs en cas d'évacuation des usagers. Donc les valves d'urgence pour les ouvertures des deux portes à l'avant et à l'arrière, que ce soit à l'intérieur du bus ou à l'extérieur du bus. Et ensuite, les trappes qui sont situées à l'avant et à l'arrière pour évacuer par le haut si jamais il était nécessaire d'évacuer par ces trappes-là. Les bus électriques sont un progrès en termes d'environnement urbain. Ils sont également équipés en théorie pour offrir une sécurité maximale en cas d'incendie. Sans transition, direction les Marquises, Sylvana Pouhetini et Eliane Tebahitua, membres de la commission santé à l'Assemblée de Polynésie, sont à Ouapou pour recenser les attentes des 2300 habitants en matière d'évacuation sanitaire d'urgence. Les discussions menées auprès du conseil municipal, des pompiers ainsi que des professionnels de santé sont unanimes. Le transport des patients d'abord sur l'île de Nukuhiva avant d'être évassanés sur Tahiti, situé à plus de 3 heures de vol, est très problématique. Sylvana Pouhetini est au micro de notre correspondant sur place, Lionel Tehamon. On l'écoute. C'est une mission qui a été prise à l'Assemblée, validée en commission de santé pour auditionner toutes les personnes qui s'occupent des évasans, du transport des évasans, des patients d'une île à l'autre, de Nukuhiva à Tahiti. Comme vous le savez, les évasans sont financés par les salariés cotisant à la CPS et avec la réforme des retraites envisagée par Emmanuel Macron, les fonctionnaires d'État participeraient aussi au financement de la branche maladie à la CPS, soit 26 000 cotisants de plus pour 1,7 milliard de recettes. Diana Yenko, secrétaire du syndicat UNSA Éducation, y est opposée. Elle s'explique dans le cadre de l'invité café, c'était ce matin. Aujourd'hui, il me semble qu'à l'hôpital, puisque je confirme, c'est pas peut-être, on paye 3 fois plus cher qu'un ressortissant CPS. Les frais qu'un fonctionnaire engage a permis de combler le trou de l'hôpital. Nous pensons qu'il y a un piège derrière parce que l'État demande à nous retirer. Lorsqu'on va être à la CPS, on ne sera plus fonctionnaire d'État, on sera fonctionnaire territorial. Voilà, des perturbations sont à prévoir jeudi dans le milieu de l'éducation puisque l'intersyndicale UNSA, FSU et FO appellent à une grève massive. En sport maintenant, la Polynésie ne compte pas encore de jeunes espoirs en e-sport, en athlétisme, mais c'est en bonne voie. Autistes, malentendants ou non-voyants, leur handicap ne les a pas empêchés de se dépasser au stade pater. C'était ce matin, à l'occasion pour les étudiants en STAPS de parfaire leur formation auprès de la trentaine d'adolescents. Rohan Potoru-Jérôme. À la course de relais, en saut ou au lancer, les jeunes athlètes en e-sport se donnent à fond. La volonté de bien faire se ressent sur les 6 ateliers au programme de la journée. C'est l'objectif affiché de la Fédération polynésienne des sports adaptés et en e-sport. La priorité, c'est vraiment de faire passer un bon moment aux enfants, de sortir déjà, c'est une activité extérieure au stade pater, et surtout d'organiser une rencontre. Parce qu'aujourd'hui, il y a différents centres qui accueillent des enfants en situation de handicap de l'île de Tahiti. Et autour de l'athlétisme, donc c'est le thème d'aujourd'hui, ils créent des liens, ils se rencontrent. Et pour accompagner ces jeunes athlètes, le gouvernement n'est pas en reste. Au contraire, les projets de développement sont déjà mis en route. Le gouvernement, depuis déjà 2 ans, a le souhait, à travers le président, de changer le regard que les gens ont sur le handicap. Et donc, des rencontres comme ce matin, ça permet donc à nos jeunes porteurs de handicap de valoriser leurs compétences et donc de nous permettre aussi de les sélectionner déjà pour des futures rencontres sportives. N'hésitez pas à répéter. Il y a certains enfants qui auront plus de difficultés. En matière d'encadrement, les élèves stagiaires de STAP sont au taquet auprès de ces jeunes. On s'adapte en fonction des capacités du groupe. C'est vrai que c'est un public très spécifique pour l'organisation, même juste pour montrer l'exercice, l'atelier. Il y a un vocabulaire spécifique aussi à avoir. Il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de patience aussi. Et surtout, il faut savoir accompagner. Il faut adapter les consignes et les explications. Il ne faut pas hésiter à démontrer en fait, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu as appris là aujourd'hui? Des ateliers de ballon et des ateliers courir. Tu arrives à suivre? Tu arrives à écouter tout ce qu'on te dit? Oui, carrément. Pas de problème. Ça va.
Pour cette journée, 3 associations d'e-sport étaient présentes au rendez-vous. La prochaine rencontre, ce sera autour des adultes, le 30 de ce mois. Et on espère bien sûr voir des graines de champions à l'image des 18 nominés pour les Trophées du Sport 2020. Focus ce soir sur notre 6e athlète, 4 médailles d'or au triathlon aux derniers Jeux du Pacifique à 25 ans. Benjamin Zorniotti est une bête de la discipline. Son diplôme d'ingénieur en poche, il se consacre à 200% à sa passion. Une véritable machine qu'ont rencontré Marouki Duri et Marcel Bonneau. Benjamin Zorniotti. Je fais du triathlon. Le triathlon, discipline olympique qui consiste à enchaîner natation, vélo et course à pied. Un sport que Benjamin Zorniotti pratique depuis tout petit. En 2019, pour sa 3e participation aux Jeux du Pacifique, il a tout raflé avec 4 médailles d'or en triathlon et en aquathlon. On n'est jamais préparé à cette sensation de passer la ligne d'arrivée premier. Le faire une première fois sur aquathlon, une deuxième fois sur le triathlon, ça a été vraiment quelque chose de beau et ça a été une course aboutie pour moi. Une performance qui ne doit rien au hasard car Benjamin s'entraîne près de 6 heures par jour. Et hop. Ces derniers mois, c'est sur le travail de la natation, jusqu'ici son point faible, qu'il a mis l'accent avec son nouveau coach. Il a bien progressé, il a énormément changé sa nage par rapport à l'année dernière. Et cette année, on va pouvoir là-dessus vraiment le faire progresser, lui faire gagner en vitesse. Gagner en vitesse pour sortir plus vite de l'eau. Une fois la natation terminée, c'est sur son vélo que Benjamin se sent le plus à l'aise. J'ai jamais eu à m'entraîner énormément pour être assez bon en vélo. C'est peut-être expliqué aussi du fait que j'allais tous les jours à vélo quand j'étais petit à l'école. Le vélo, une formalité? Pas vraiment, car pour terminer, il faut de l'énergie pour la course à pied. La bonne gestion des 3 disciplines est essentielle pour l'athlète qu'est Benjamin. Allez, nickel, allez. On perd la course en natation, mais on la gagne en course à pied, donc il faut être un très bon coureur pour pouvoir gagner. Et donc ces séances sont des séances clés qui vont nous permettre de passer un cap et de vraiment savoir courir vite, Benjamin Zorniotti fait aujourd'hui partie des 400 meilleurs mondiaux et ne compte pas s'arrêter là. Mon objectif va être surtout international, rentrer vraiment dans le classement mondial, être encore mieux placé que ce que je suis actuellement, faire vraiment le mieux que je peux. Très beau portrait. Enfin, J-3 des festivités du Nouvel An chinois. L'année du rat de métal débute samedi. Attention, selon l'astrologie chinoise, des catastrophes naturelles sont à craindre. Une année de discorde familiale, mais propice au changement. Et pour bénéficier de protection, de plus en plus de personnes se tournent vers le feng shui, des objets à porter ou à installer dans sa demeure. Immersion dans le monde des amulettes et pagodes avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. Amulette de la pagode, contrecarrer la malchance, apporter en permanence avec toi. Amulette ou autre objet apportant la joie, la paix, la richesse et protégeant du malheur. Le feng shui ou feng shui, c'est l'art de bloquer les mauvaises énergies et laisser entrer les bonnes dans votre vie. Ah d'accord. Toutes les maisons qui sont face à l'est ou bien qui ont une chambre à l'est cette année, la même maison, il faudra mettre cette pagode à l'intérieur de la chambre. Je suis venue chercher une Tai Sui. Voilà, c'est pour, en fait, la Tai Sui, c'est pour la perte financière. Pour éviter les pertes financières. Oui, pour éviter, tout à fait. On en a besoin, hein. L'année du rat de métal serait propice aux catastrophes naturelles. Le gardien du temple chinois en déduit qu'il faut s'occuper davantage de la planète. Il relativise le déchaînement de puissance annoncé. Personne n'est en mesure de définir la grandeur ou des catastrophes qui devraient arriver, puisque seul le ciel pourra nous le dire. Vaea fait partie de ceux pour qui les prières et la philosophie ne suffisent pas. Depuis 1 an, elle consulte ce spécialiste du Pachi, une branche dérivée du Feng Shui. Bonheur, cette année, les astres lui sont favorables. Cette année, tu as l'étoile de la victoire, de décrocher des nouveaux contrats. Donc c'est ça aussi l'étoile de la victoire. Et de franchir le cap par rapport
à ton business de l'émerger, de le faire sortir, que les gens te connaissent, de développer. Okay. Voilà, de développer. Je trouve que ma vie s'est améliorée dans le sens dans plusieurs domaines, dans la famille, dans le travail et pour moi-même. Le pouvoir des amulettes ou autres objets issus du Feng Shui serait variable. L'amulette empêche de tomber malade. Mais il peut y arriver que cette personne tombe malade, effectivement. Au lieu que ça tarde sur une semaine, 10 jours, au bout de 2 jours, il y a déjà le caca. C'est ça aussi les effets de l'amulette. 2020 serait également une année de trahison et de discorde familiale. Là encore, le gardien du temple relativise et reste optimiste. C'est la vie. Je pense que ce n'est pas forcément typique à cette année. Oui. Vous me parlez de discorde, donc manque de communication, donc beaucoup plus en discuter. Et je pense que les grands problèmes deviendront des petits problèmes. Prier les dieux ou se parer d'amulettes, la culture chinoise est restée très traditionnelle, avec son lot d'adeptes. Voilà, avant de nous quitter, je rappelle que Orama Richaud, conseillère technique de la cellule qualité, hygiène, sécurité et environnement à la CCISM, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Elle viendra nous parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis un petit rectificatif par rapport à la grève des fonctionnaires prévue jeudi. Eh bien, elle concernerait uniquement les membres, les adhérents donc des syndicats FSU et FO. Voilà, je vous rappelle l'info principale de cette édition. Gaston Floss saura vendredi si oui ou non il pourra s'inscrire sur la liste électorale de Papeete. Son inscription avait été refusée sur la capitale pour des motifs de résidence. Un dossier examiné ce matin par le tribunal de première instance. Gaston Floss, de son côté, dénonce des manœuvres politiques pour l'écarter de l'échiquier des élections municipales. Pas de une pour vos quotidiens. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. À suivre 2 épisodes de votre série Infidèles. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.